Donc, Monsieur Pénas, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et pouvez-vous définir les objectifs de votre média Kairos? Oh là là. Donc moi je suis Alexandre Penas, je suis père de 2 enfants, je suis psychologue comme de formation psychologie sociale. Et alors les objectifs, c'est assez simple, on pense qu'il faut absolument... un des combats, pour moi le combat essentiel c'est celui de l'information. Donc voilà, l'objectif est de partager des idées le plus largement possible, au plus de gens possible. Voilà, c'est assez basique. Mais est-ce que du coup ça signifie que en Belgique francophone, le rôle d'un média alternatif est rare, indispensable? Est-ce que vous êtes unique dans le paysage médiatique francophone belge? Comme journal, oui. Ouais. On est les seuls. Alors il y a d'autres sites internet qui ont été créés pas mal de fois au niveau de l'émergence du Covid. Donc il y a des sites qui ont été créés. Mais je pense que notre ligne éditoriale, journal antiproductiviste, bimestriel, je crois qu'on est plus ou moins les seuls. Alors en France, il y a la décroissance, mais qui a une ligne éditoriale quand même différente. Mais en Belgique, ouais, on est... Vous pouvez nous montrer votre journal? Oui. Il est beau, hein. Et donc, vous existez sous la forme papier, sous la forme web et sous la forme de vidéo. C'est ça. Bien que notre chaîne YouTube ait été censurée, on avait plus ou moins 43 000 abonnés. Et vous vous retrouvez sur quel autre support vidéo à l'heure actuelle? Oh là là, beaucoup. On a Odyssée, on a encore notre chaîne Facebook où il y a 116 000 abonnés, malgré ils bloquent, hein, ils bloquent les partages, ils empêchent de faire connaître nos idées. Donc, et d'autres, mais c'est mes collègues qui gèrent Twitch, je pense, aussi, mais c'est eux qui gèrent ça. Odyssée, Twitch, Facebook, une deuxième chaîne Facebook. Puis voilà, mais c'est le papier, en fin de compte, qui est l'essentiel. C'est ça qu'on essaiera de jamais lâcher, parce que c'est un outil pour nous indispensable, qu'on peut partager, qu'on peut lire, même si on n'a plus Internet. Voilà. Bon, on verra si on pourra encore l'imprimer, hein, parce qu'il y a des gros problèmes en termes de fourniture de papier, avec des prix qui augmentent. Voilà. On abordera la question des pénuries ensuite. Donc Kairos s'apprête à fêter ses 10 ans le 28 mai, c'est ça? Tout à fait. En fait, on a créé le premier numéro en avril, donc 28 mai, c'est parce que c'était le jour où la salle était libre. Ah d'accord, ok. Donc, mais ça fait 10 ans. Ouais. Ok, avec du recul, auriez-vous imaginé que votre média aurait un tel impact auprès de la population? Non. Surtout j'imagine qu'avec la crise des 2 dernières années, sous prétexte la crise, le Covid. C'est ça qui paradoxalement nous a fait connaître. Je veux dire, c'est ma question à Wilmès en fait. Et j'ai pas du tout été avec l'intention de faire un scoop. Comme je dis toujours, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai rien fait d'extraordinaire. Pour nous montrer l'état de déliquescence de notre société, du journalisme et des médias, quoi. Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire à aller demander à une ministre quels sont les conflits d'intérêts entre le gouvernement et les experts, tout ça. C'est une question normale que tous les journalistes devraient poser. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il n'y en a pas un qui a réagi, à part Bernard Crutzen, d'autres, ça c'est extraordinaire aussi. Voilà. Et c'est ça qui a quand même réveillé certaines personnes. J'en ai vu pas mal qui m'ont dit ce qui s'est passé le 15 avril, ça a été un déclic. Il y en a eu d'autres, il n'y a pas que Kairos. Et en termes de progression, ça signifie quoi pour vous, cette notoriété à travers cette conférence de presse durant laquelle vous êtes intervenu? Mais on a été beaucoup plus suivis, on a eu énormément d'abonnés. Là on est à 4000 abonnés papier, alors ça paraît peu, mais pour la Belgique, c'est beaucoup. J'ai appris en rencontrant nos amis de la décroissance en France, où il y a quand même un potentiel public de 70 millions de personnes, qu'ils avaient 2700 abonnés. Donc c'est beaucoup, c'est trop peu, mais... Et puis l'explosion des réseaux sociaux et énormément de dons et d'aides et d'abonnements, ouais. La vidéo qui a été la plus vue chez Kairos a fait combien d'audience? Vous avez une idée?
Alors celle que j'ai fait ça c'est un peu parce que ça a vraiment fait un buzz, c'est celle que j'ai fait au Bois de la Cambre où il y a les cavaliers, la police qui entourent ces policiers, ça fait 3 millions de vues je pense. Donc c'est une belle notoriété. Oui, et puis il y a l'interview de Michel Weber qui avait fait sur le totalitarisme 800 000 vues, mais maintenant ça a énormément baissé parce qu'ils ont contrôlé la parole publique en s'accaparant. C'est ça qu'ils ont fait en fait, ils ont privatisé la parole publique en se l'accaparant avec des chaînes comme YouTube et Facebook et maintenant ils la contrôlent complètement. Donc ils ferment quand ils veulent. On n'a pas créé nos propres réseaux. Il n'aurait pas fallu il fallait pas les laisser faire. Voilà. Mais maintenant je crois que la plupart des vidéos qui sont vues dans le monde, c'est 90% c'est YouTube quoi. Donc ils font ce qu'ils veulent. C'est ça. À partir du moment où on est exclu de YouTube, ouais, on perd considérablement son audience. Ouais, c'est ce qu'on essaie de prouver, parce que là on est en procès contre Google. Vous voulez montrer la discrimination? Ouais, mais c'est compliqué parce que la justice est un tout petit peu corrompue aussi. Légèrement. Légèrement. Puisque l'État parce que je porte plainte contre l'État aussi pour censure, entrave à la liberté de la presse et il vient d'avoir une conclusion du juge qui considère qu'il n'y a pas eu d'entrave. Alors que j'ai été privé 8 mois et demi de conférence de presse, ils considèrent qu'il n'y a pas eu d'entrave et ils ont mis dans leur conclusion des coupures de l'AJP. Pour vous dire à quel point, comme a dit l'AJP, le syndicat des journalistes. Justement pour nos auditeurs qui sont français et qui ne connaissent pas nécessairement tout le parcours qui a été le vôtre, est-ce que vous pouvez nous résumer les pressions que vous avez subies en tant qu'incarnation d'un média dissident? Ouf, il y en a beaucoup quoi. Alors, dès que j'ai posé ma question le 15 avril à la Première ministre, ils m'ont empêché pendant 8 mois d'aller en conférence de presse. Je n'ai pu rentrer en conférence de presse qu'avec l'aide d'une avocate, donc malgré que j'ai ma carte. Au changement de gouvernement, quand De Croo est arrivé, ils m'ont encore empêché, puis je crois qu'il y a eu 4-5 conférences de presse, et puis j'ai pu retourner. J'en ai fait une vingtaine. Parmi cette vingtaine de conférences de presse, il y a une fois où quand j'ai posé ma question, bon, d'abord il a essayé que je ne la pose pas, par tous les moyens possibles. Donc d'abord ils ont essayé que je ne rentre pas, puis il a essayé que je ne la pose pas, donc il y a des vidéos, on le voit. Donc je lève ma main comme à l'école, s'il vous plaît, oui, vous viendrez après. Donc il m'a fait passer en dernier, et là ils ont lancé le générique de fin quand j'étais en train de poser ma question. Avec des couacs, parce qu'on entendait le son, puis on voyait l'image, et puis... Donc ça pour la justice, c'est pas une censure. Alors une autre fois ils ont coupé le micro, quand je parlais. Alors c'est marrant parce qu'on voit la dame qui traduisait en langage des signes qui fait... Alors on n'entendait plus rien. C'était un accident, juste... un concours de circonstances. Quand j'ai posé ma question, quand j'ai souligné le fait qu'il était Young Global Leader et qu'il écoutait plus Klaus Schwab que le peuple, son attaché de presse m'a dit toi c'est la dernière fois que tu mets les pieds ici, hors micro évidemment. Il faut savoir que son attaché de presse francophone est l'ancien rédacteur en chef du Télémoustique, je pense, ou du Vif. C'est intéressant à savoir aussi. Les collusions. Les collusions, voilà. Il y en a un autre qui était à la RTBF ou au soir, qui est parti à l'Europe. Les journalistes, c'est incroyable, quoi. Oui, ça montre bien en fait les interactions entre les médias du système et le monde politique. Les collusions sont permanentes. De Croo, souvent le Premier ministre tutoyait les journalistes. Il lui faisait « Allez Yann, t'as une question, vas-y ». Alors qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On avait des subsides, de l'argent public, votre argent à vous, qui étaient des petits subsides. Et la ministre Bénédicte Linard, responsable du cabinet qui distribue les subsides, a mis une nouvelle condition, c'est d'être membre de l'association d'autorégulation de la déontologie journalistique. Adhésion qu'on nous a refusée, donc on n'a plus de droit aux subsides. Donc on m'a arrêté dans le cadre de mes fonctions, on m'a arrêté, on m'a mis au cachot pendant 2 heures et on nous a bloqué dans la voiture pendant 4 heures, alors que j'avais une carte de presse qui est inédite. Donc là, il y a quand même Reporters sans frontières qui a réagi, qui ont condamné cette, je ne sais plus comment ils ont dit, entrave volontaire à la liberté de la presse
Donc ça c'est pas mal parce que Reporters sans frontières, ils aiment bien plutôt parler de ce qui se passe en Chine. Ils pensent souvent qu'on est très libre ici, ce qui n'est pas du tout le cas évidemment. Alors il y a quoi d'autre? J'ai été sauvagement gazé par des policiers dans le cadre de mes fonctions aussi. Comme il m'avait loupé, il est revenu. Et donc ça, on est en procès aussi. Et là j'ai rencontré quelqu'un de la police qui... Voilà, je crois que ça peut bien se passer. Donc il pourrait être condamné à... comment ils disent ça? Ouais, violence intentionnelle, coup et blessure volontaire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ma carte de presse qui n'a pas été renouvelée. Voilà, donc c'est la preuve qu'on fait du bon boulot, quoi. Alors le stade après, c'est l'élimination. Quelle est pour vous la définition de la liberté de la presse? Ouf. Moi, j'irais plutôt dans le sens un peu à la Chomsky. Pour moi, la liberté de la presse doit être totale. Totale, parce que qui va décider de ce qu'on peut dire ou pas? Donc, c'est pouvoir dire, et surtout dire pas de concentration financière, comme ça se passe en France, je veux dire partout en fait, comme ça se passe aucune concentration financière. On ne peut pas être libre dès lors que ça appartient que ça appartient à la famille urbaine, par exemple. C'est impossible. Donc il devrait y avoir des conditions comme ça. Pour moi, ils doivent disparaître, ces médias-là. Ce ne sont pas des médias, c'est des officines de propagande gouvernementale. Et donc il faut s'assurer une liberté totale en termes de finances. Et c'est le côté le plus compliqué, au fait. Avez-vous des éléments, à votre connaissance, de financement de l'Open Society de George Soros adressé à des médias belges? Comme ça, je sais qu'il a donné de l'argent notamment au Monde, en France, et qu'ils arrosent, qu'ils sucrent un peu tous les journaux. En Belgique, non, on doit encore creuser ça, mais ça serait pas étonnant. Ça serait pas étonnant. Mais voilà. Je dirais qu'ils n'ont même pas besoin de ça. Il suffit d'aller voir les grands groupes de presse en Belgique à qui ils appartiennent, et on a tout compris, quoi. On a tout compris. Ils appartiennent à des banquiers, des grandes familles, qui ont des investissements divers et variés dans d'autres industries que celle de la presse. Et donc, notamment le soir, on sait que la famille Rossel avait investi dans le pharmaceutique. C'est quand même incroyable qu'ils ne soulèvent pas ça. Donc voilà, je crois que l'aspect financier est très important, mais bon, on pourra parler aussi de la formation des journalistes qui est catastrophique. Alors aussi, on peut considérer que les médias en Belgique sont, en tout cas du côté francophone, bien décidés à ne pas donner la parole à tout le monde non plus. C'est aussi peut-être le critère qui permet de déterminer si un média est libre ou non. C'est à partir du moment où il ne peut déjà pas donner la parole à certaines personnes parce qu'elles sont, disons, trop politiquement incorrectes pour certaines rédactions. Oui, ils s'accaparent aussi la parole publique pour donner une impression du réel. Comme dit Accardo, ils ont le monopole de la représentation du réel. C'est ça, et c'est pas moins que ça qu'ils ont. Et notre conscience du monde est quand même formée, la plupart des choses qu'on sait sur le monde, à moins d'un environnement direct. Hein. Là, je sais qu'il est en train de servir une bière, mais sinon, ce qu'on sait sur le monde, ça nous vient des médias. Même quand on parle à quelqu'un, en fin de compte, donc ils ont quand même, pas moins que ça, le monopole de nous représenter le réel. Ils arrivent à dire qu'en manifestation, quand il y a 600 000 personnes, il y en avait 8 000, quoi. Je dirais une fois, c'était incroyable. Je crois qu'ils ont dit 8 000, alors qu'on était... Voilà, et donc c'est pareil, ils ne vont pas inviter des gens qui vont tenir un autre discours, ils ne vont pas prendre des photos de la masse de gens à une manifestation, comme ils vont prendre une photo de Macron pour faire croire qu'il y en a plein. Et c'est tout le temps, ça, voilà. Alors on a aussi vu, parmi les gens que vous avez interviewés, un ancien agent de la sûreté de l'État, donc ça signifie quand même qu'aujourd'hui vous avez tissé des réseaux, que vous avez des gens, disons, intéressants, hein, qui acceptent de répondre à vos questions, des gens qui ont vraiment des choses à dire. Est-ce que cela témoigne vraiment d'un essor de Kéros, et est-ce que
ça signifie qu'aujourd'hui vous avez pénétré beaucoup plus avant la société et les strates de l'État. Ça témoigne surtout qu'il n'y a personne d'autre pour les entendre. Ça, c'est fantastique. C'est faux. On a de plus en plus de gens qui viennent nous voir pour témoigner parce qu'ils ne peuvent pas témoigner ailleurs. Tous les médecins qu'on a interviewés ne peuvent pas témoigner ailleurs. Ah bon, oui, je dis de nouveau, hein, il y a des sites, mais on a une liberté d'expression qui se retrouve quasiment nulle part et plus. Donc oui, alors à un moment donné, on crée des liens aussi. Nicolas Hullens, la sûreté de l'État, c'était via. Mais ce qui est problématique, c'est qu'on est trop peu pour accueillir tous les gens qui pourraient témoigner, pour faire des enquêtes. Le soir, là, ils ont travaillé sur Big Pharma, c'est le fonds du journalisme qui donne de l'argent. Et ils ne vont pas aller jusqu'au bout, évidemment. Et donc, nous, si on veut de l'argent du fonds du journalisme, c'est une grande famille, c'est une mafiacratie ici. Hein. Je parlais de Bénédicte Linard tout à l'heure, la ministre qui distribue les subsides. Son père a été le premier secrétaire général du CDJ, Conseil de déontologie journalistique. Simonis, qui à la JP, était aussi celle qui était dans la commission pour ma carte de presse, qui est celle aussi qui était dans la commission pour faire partie de la ADJ. Donc, ils sont tous ensemble et puis ils viennent dire qu'ils sont indépendants. Alors la Belgique contient le siège de quantité d'organismes internationaux, bien sûr l'OTAN, mais aussi les institutions européennes, aussi le siège de nombreuses multinationales, de grandes banques d'affaires. Est-ce que cela a pour vous une influence particulière dans la façon dont le gouvernement fonctionne, le gouvernement belge? Oui, sans doute, mais c'est un peu partout. Hein, mais oui, on sait que, par exemple, De Croo vient du Boston Consulting Group, qu'il a beaucoup de collaborateurs qui viennent de là aussi. McKinsey est très présent, mais pas qu'en Belgique. Mais c'est elle qui décide, de toute façon, c'est les multinationales qui décident. Alors ça doit avoir un poids encore plus important aussi, vu qu'on a quand même un paquet de lobbies, je crois qu'ils sont plus de 15 000. On voit les parlementaires européens qui n'ont rien fait pendant 2 ans, sauf quelques-uns exceptionnels. Je crois qu'ils sont 700, il y en a quoi 5, 6 qui disent « Oh là, il y a un truc bizarre qui se passe ». Donc voilà, ils sont payés par les lobbies, c'est les multinationales qui décident. C'est en conseil d'administration de chez Pfizer qui prennent les décisions, ou de chez Proximus. Là, ça aussi, c'est un scandale, Proximus. Il faut aller voir qui est dans le conseil d'administration, combien d'argent ils gagnent. C'est incroyable. Ils se partagent des postes. À la loterie nationale aussi, j'avais enquêté à l'époque. Viva-Quoi et tout ça, ils sont entre copains. La compagne du boss de la RTBF, Philippot, était chez Viva-Quoi, ils sont tous copains comme cochons. D'ailleurs, RTL voit ça aussi. RTL porte plainte contre moi parce que j'ai dit que politiciens et journalistes étaient copains comme cochons. Attention, pas bien. Laurent Holot porte plainte contre moi. Alors, vous avez un rôle finalement du pot de terre contre le pot de fer. Est-ce que dans le monde des journalistes, vous avez néanmoins certains confrères qui vous sont, disons, solidaires? Il y a Bernard Krutjen qui est celui qui a le plus, avec une carte de presse, qui a le plus réagi, qui a eu le plus de courage, disons. Sinon, non, il n'y en a pas. C'est des collaborateurs. Je suis désolé, à un moment donné, je veux dire, d'accord, on a une famille à nourrir, on a un emploi, mais je veux dire, jusqu'où? Parce qu'à à ce moment-là, je veux dire, si on nous envoie dans des camps, on peut sortir ça jusqu'à quand qu'on a des gens une famille à nourrir. Ils sont scandaleux, mais c'est des petits collabos, quoi. Alors si on observe l'actualité, on voit bien que après le Covid, la stratégie de la peur continue dans d'autres domaines. Est-ce que vous considérez que le nouvel ordre mondial est un danger particulier? C'est le principal danger. Mais les gens n'en ont pas encore conscience du tout. C'est incroyable. Je pense qu'au début de la pandémie, je croyais moi-même encore que c'était... je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là programmé. Mais non, je n'ai complètement conscience. Mais maintenant, encore 2 ans après, les gens pensent que c'était vraiment une pandémie qui a tué beaucoup de gens. Voilà pourquoi aussi, il y a
certains disent oui, mais ils ont mal fait. Non, ils savent très bien ce qu'ils font. Sinon, on n'empêcherait pas de parler. Si on pensait être dans le vrai, on dirait, bah, écoutez, vous avez le droit de parler, venez donner votre avis. De toute façon, nous, non, c'était impossible. La censure actuelle est incroyable. Et ce nouvel ordre mondial donc va aboutir à un renforcement d'un totalitarisme. Comment voyez-vous justement cet avenir? David va répondre. Je sais pas, je dis toujours qu'il faut... les pessimistes, un pessimiste c'est un optimiste lucide, donc je le vois pas spécialement bien, mais je peux pas le voir trop mal non plus, parce que voilà, j'ai des enfants, il faut garder espoir, quoi. En Belgique, on commence à rationner dans les supermarchés des produits de première nécessité comme la farine, l'huile, etc. Est-ce que vous considérez que les pénuries sont orchestrées? Je pense que je ne suis pas l'expert sur la question, mais oui, je pense que... Alors l'orchestration, c'est bizarre, on se demande pas, on se pose toujours, mais comment ça se passe? Comment ça se passe aussi bien en fait? La même chose pour les vaccins. Si vraiment, on sait que c'est un poison, mais non, mais on se demande quand même comment ils font, comment ils font pour refourguer des doses avec du sérum physiologique et d'autres. Tu vois, donc oui, c'est orchestré, mais ils font ça bien, quoi. À un moment donné, il va sans doute manquer certaines choses, vraiment, hein, je veux dire. L'Ukraine qui est le grenier un peu qui fournit énormément, c'est marrant que ça tombe maintenant, ça aussi. Et le Great Reset, vous en pensez quoi? C'est effrayant. C'est quand même effrayant. C'est effrayant, mais ils savent depuis longtemps qu'on ne pouvait pas courir la fête, elle est terminée. Mais ils ne veulent pas arrêter, donc ils trouvent un autre moyen. Mais déjà, le rapport de Meadows, qui avait été quand même commandité par des gros industriels, dans les années 70, d'après ce qu'ils disent, on pouvait tout changer. Maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard, sauf s'il y a une réduction drastique de population, ils pourront continuer, où ils lâcheront leurs robots, et ça c'est prévu aussi. Hein. Alors parmi les gens qui écrivent occasionnellement dans votre journal, il y a aussi des personnalités françaises. J'ai vu qu'Alexandra Royaux-Côte, par exemple, avait signé à l'une ou l'autre occasion dans votre journal. Vous avez des contacts assez nombreux en France? Oui, on a pas mal de gens qu'on contacte et qui témoignent et qui commencent à bien connaître. Là j'ai contacté Isambert, qui écrit Le scandale Ivermectine, que j'ai interviewé mardi, et je l'ai contacté, c'est marrant, il avait l'air de connaître très bien. Et il nous félicite souvent, donc ouais. Mais voilà, la contre-information entre guillemets est tellement rare que ça devient précieux, quoi. Et du coup, votre journal a vocation à s'étendre au-delà du strict paysage belge. Vous vous adressez à l'ensemble du paysage francophone, ou néanmoins pour l'instant ça reste encore un média belgo-belge? On a pas mal d'abonnés français, mais voilà, c'est difficile de... Je vais utiliser un mot marketing, de percer le marché, de toucher des gens en France, c'est plus compliqué. La distribution d'un journal en France est différente. Il faut payer pour être dans des kiosques, et si ça ne vend pas, c'est nous qui perdons, ce qui ne se passe pas en Belgique. En Belgique, même si on ne vend pas bien dans les kiosques, on ne perd pas d'argent. Donc oui, mais on aimerait bien... Donc on a fait aussi des abonnements Internet vers PDF, parce que les envois sont de plus en plus chers. Aussi, pour envoyer un journal comme ça en France, en dehors de l'agréation qu'on a avec la Poste, si je veux l'envoyer maintenant, c'est 10 €. 10 € le numéro? Ouais, 10 € l'envoi, ouais. Et alors, on le vend aussi peu cher, quoi. Là, maintenant, il est monté à 4 €, mais on était à 3 €, 18 € à l'abonnement d'un an. Ouais, c'est un peu peu, quoi. Et même maintenant, à 4 €, on se rend compte que... Ça ne suffit pas à couvrir les frais. Voilà, surtout qu'on va être privé de subsides. C'était quand même, on avait reçu la dernière fois 70 000 €, ce qui paraît beaucoup, mais qui est très peu. Hein. La RTBF, c'est 300 millions, et IPM, c'est 5 millions. Donc voilà, 70 000, ça paye de plein temps. De plein temps, pas plus ou moins mal payé, quoi. Donc. Alors pour le public qui va regarder cette vidéo, justement, disons, pouvez-vous
donner les arguments majeurs pour Oula. que les Français qui vont écouter ça, et les Belges et les Québécois, les Suisses, francophones, s'intéressent à votre journal ici à Bonn. Ah, moi, je suis un mauvais vendeur, moi. Alors, je pense que pour l'instant, on est encore trop dans... après, j'ai des convaincus, hein, tous ce que nous sommes ici. Hein. Donc, c'est difficile de donner des arguments à quelqu'un qui n'a pas une once d'ouverture et envie déjà de nous lire. Moi, j'avais envie de dire que c'est tellement important d'avoir du débat. Et il y a même encore des gens qui se désabonnent parce qu'un article ne leur a pas plu, quoi. Je dis, mais j'ai encore discuté hier soir avec quelqu'un. Ouais, non, ce que tu as écrit sur les artistes. Donc il y avait eu cette manifestation d'artistes tout à fait bien encadrés, sans autopompe, tous masqués. Et j'avais dit, mais c'est des collabos, c'est des vendeurs. J'ai pas dit ça comme ça, c'était un article. Et la personne dit, ça, j'ai pas apprécié. Parce que moi, je suis une artiste et je me suis battu. Mais je lui dis, mais oui, mais tu comprends bien que parfois on peut des généralisations, mais si tu lis le reste, tu comprends très bien qu'on est ouvert d'esprit là-dessus. Et donc, voilà, on est dans une société où on ne veut plus débattre. Et voilà, l'argument principal, ça serait il faut remettre du débat, même si on n'est pas d'accord avec certains sujets. C'est pas toujours amusant à lire. Hein. C'est pas toujours. On nous dit qu'il faut être plus positif. Donc on va essayer de mettre. La vérité n'est pas drôle. Non. C'est ça. C'est qui? C'est le philosophe grec qui disait il faut choisir, se reposer ou être libre. Voilà, ouais, la vérité n'est pas drôle. Hein. Mais voilà, c'est beau, il y a des belles belles illustrations. Voilà, c'est un très chouette journal qui fait penser et qui fait mal parfois. Ouais. Et qui fait réfléchir. Et qui fait réfléchir. Voilà. Merci de nous avoir présenté votre travail, Alexandro. Merci de m'avoir interviewé.